vie politique réserve tout de même toujours des surprises. Quand j'ai pensé au sujet de la conférence d'aujourd'hui, la conquête de la nation, j'étais loin d'imaginer qu'à quelques jours d'aujourd'hui, il y aurait une déclaration d'un certain monsieur Le Pen, qui allait m'apporter de l'eau à mon moulin. Je ne sais pas si le communiqué que j'ai envoyé à Rivarol à ce sujet-là paraîtra de toute façon dans la politique, dans notre chaîne d'information. Ce sera aussi sur notre site. Mais quand j'ai vu cette énième provocation de M. Le Pen, ressortant à nouveau cette ineptie de la chambre à gaz, point de détail de l'histoire, je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser passer ça une fois de plus. D'autant que dans nos milieux, certains sont tombés en pamoison à nouveau dans le piège de cette provocation. Dans cette déclaration de M. Le Pen, il y a 3 éléments à considérer. Une énième provocation sur le sujet qui allait permettre aux médias, une fois de plus, de faire revenir la machine à décérébrer sur cette infâme extrême droite qui n'a aucune commisération pour ces malheureux qui sont morts, gazés, brûlés dans les chambres à gaz, etc., etc. Il portait par le même coup un coup à son parti, en pleine expansion comme on le sait, mais surtout il proférait une ineptie historique. C'est le 13 septembre 1987, au grand jury RTL Le Monde, que Jean-Marie Le Pen a lancé pour la première fois sa formule sur les chambres à gaz. Déjà à l'époque, cela coûta cher au parti, car le 18 mars 1991, il était condamné par la Cour d'appel de Versailles à verser 1 200 000 francs à la justice à titre de dommage. Mais le pire, et j'étais à l'époque au Front National d'ailleurs, c'est que ce seront les militants qui se saigneront aux 4 veines pour payer l'amende de M. Le Pen de ses inepties. Il ne paya pas un sou de sa poche, pourtant il s'était enrichi grâce à l'héritage Lambert, acquise dans des circonstances quelque peu curieuses. Vous le trouverez dans mon livre « Histoire d'une trahison ». Et là encore, pourquoi déjà à cette époque-là avait-il besoin de faire cette provocation qui ne sert à rien qu'à donner des armes à nos ennemis, tout en escamotant le fond du problème? Il ne pouvait que rendre service au système une fois de plus. Ou alors c'est simplement parce que la progression du Front National, du fait de la dédiabolisation quelque peu douteuse de sa fille Marine, mais enfin qui lui a fait gagner des voix, le dérangeait, et que c'est une bête histoire de jalousie familiale. Mais enfin, quand même, indépendamment de ces problèmes secondaires, familiaux, de jalousie, quel doit être le but d'un homme politique digne de ce nom, comme il voudrait apparaître, si ce n'est faire progresser nos idées? Or là, c'est tout le contraire. Par sa provocation, que fait-il? Il discrédite tout simplement ce qui s'est réellement passé dans les camps de concentration du Troisième Reich. Le fond du problème, c'est comment les gens, pas seulement les juifs,
sont morts dans ces camps, gazés, brûlés, gazés dans des chambres à gaz homicide, c'est tout de même pas un détail, parce que c'est là le fond de toute la controverse entre révisionnistes et shoatistes. Vous comprenez que c'est tout de même pas un détail. Et quand on se met à vouloir soulever le problème, alors là, il faut aller au fond. Ce qu'il n'a pas fait à aucune des époques où il a relancé bêtement la même formule sans vouloir aller plus loin. Le détail. Eh bien non, ce n'est pas un détail, c'est le point central de toute cette affaire, de toute cette chape de plomb imposée sur la vérité historique. Alors, quand on est face à un problème comme ça, que faire pour départager les deux thèses en présence? Il y a un petit détail qui apparemment ne nous a peut-être pas étonnés. C'est que comment se fait-il que personne dans nos milieux ne se soit étonné qu'on n'ait jamais fait de reconstitution historique du crime imputé? Jusqu'à présent, dans l'histoire du crime, tout banal, quel qu'il soit, politique, familial, appelez ça comme vous voudrez, il y a toujours eu une reconstitution du crime pour savoir si l'arme du crime trouvée sur la scène du crime était crédible pour expliquer le crime et savoir vers qui diriger les soupçons. Or, c'est la première fois, j'insiste là-dessus, que dans l'histoire du crime, dans l'humanité, des gens ont été jugés, condamnés et exécutés sans qu'il y ait eu de reconstitution du crime. Et c'est tout cela que M. Le Pen a occulté par sa petite phrase assassine. C'est un point de détail de l'histoire. Et vous comprenez pourquoi je trouve qu'il est temps de dire, Monsieur Le Pen, fermez-la. Donc, je vous disais, j'ai envoyé un communiqué à Rivarol à ce sujet-là, dans lequel je reprends l'argumentation que je vous ai donnée actuellement. On verra si M. Jérôme Bourbon, qui est un brave homme, mais qui a parfois un petit peu peur de certaines retombées, aura le courage de passer ce communiqué. Et je vous dis, vous pourrez le trouver dans la politique et sur notre site. Je voudrais, mais je vais en terminer avec M. Le Pen, parce que ça ne mérite pas plus, je vais terminer par cette formule, qui fait allusion à une vilainie qu'il avait proférée il y a quelques années. Et je dirais que des hommes comme lui, on les traîne comme des boulets. Alors je ne sais pas si cette phrase vous rappelle quelque chose, auquel cas, je vois que vous le savez, bravo pour vous. Cela faisait simplement allusion à ce que M. Le Pen avait proféré il y a quelques années, déjà pour se dédouaner bien avant sa fille. Toute ma vie, j'ai traîné l'extrême droite comme un boulet. Cette extrême droite sur laquelle il s'est appuyé pour créer le Front National et le développer avant qu'il ne la trahisse, en faisant venir les gaullistes, les gens de la Nouvelle Droite, et que sais-je encore. Ah, bien entendu, l'affluence du club de l'horloge de M. Henri de Lesquen, dont un certain Olivier Martinelli, qui en était membre, a été secrétaire personnel de Le Pen à une certaine époque.
Et c'est cela qui explique toute l'évolution du Front National. Et il ne faut pas s'étonner et s'indigner de la dédiabolisation voulue par sa fille Marine. C'est le père qui a commencé. Il n'y a rien de nouveau. Rappelez-vous aussi que c'est aussi M. Le Pen, pour se dédiaboliser, qui se présentait comme étant le seul représentant du gaullisme. Je n'invente rien, tout ça a été publié notamment dans Riverol. Voilà un personnage qui vient maintenant se draper en grand défenseur en faisant allusion à Pétain, parce que maintenant ça fait bien. Alors comment peut-on être seul représentant du gaullisme et vouloir se dire « Ah, défenseur du maréchal Pétain ». Je vais être très vulgaire, je m'excuse, c'est un faux cul. Il n'y a pas d'autre terme. Vous savez, l'histoire est pleine de retournements et sans doute la providence. Il y a des retournements qui sont de bonnes leçons à l'envoyeur. Rappelez-vous, lors de la succession, le congrès de Tours pour la succession de M. Le Pen. Le Pen qui a tout fait pour que ce soit sa fille Marine qui prenne la succession et non pas ce malheureux Gollnisch. Mais que n'a-t-il pas fait là? Pauvre Le Pen. Mais il aurait eu en la personne de M. Bruno Gollnisch quelqu'un de beaucoup plus souple que sa fille. Vous ne trouvez pas que c'est un peu drôle, ça, quand même? Alors, ce sont des petites leçons que l'histoire donne à certains. Et ce malheureux Gollnisch ne sera même pas le représentant pour la PACA, puisque ce sera Marion Maréchal qui le sera. Voilà, il aura tout gagné, ce personnage, par ses lâchetés successives. Encore une leçon à retenir. Bon, je ferme cette parenthèse Le Pen pour en revenir au sujet direct de la conférence d'aujourd'hui. Quand on parle de conquête de la nation, il y a plusieurs aspects à considérer. Premièrement, la conquête de l'opinion, ou tout au moins d'une minorité agissante. En fait, le problème qui se pose, face à une opinion publique désinformée, comment arriver à l'éclairer, à la réinformer, etc., à la retourner? Comment l'amener à douter de l'information, à comprendre où le système cherche à mener notre nation? Et tout cela, évidemment, pour obéir aux oukas du mondialisme messianique. Bon, je crois que vous savez, nombre d'entre vous ont participé aux dernières conférences que j'ai données sur le sujet, sur le mondialisme. Je crois que là-dessus, il n'y a plus grand-chose à dire, ce ne serait que des redites. On y reviendra certainement, parce qu'il y a toujours de nouveaux éléments. Enfin, pour l'instant, petite pause. Ce qui nous préoccupe, c'est comment reconquérir notre pays. Je dois dire que l'expérience que j'ai vécue avec mes amis, grâce à Internet, sans Internet, comme vous savez, c'est ma petite plaisanterie facile, sans Internet, parce que ne ferait-on pas sans Internet aujourd'hui pour contourner les médias, non seulement les grands médias officiels, mais y compris les médias de nos milieux, qui font le silence sur beaucoup de choses que j'écris et que je dis. Eh bien, cette expérience qui maintenant avoisine les 3 ans, au travers de mes conférences et de mes entretiens, démontre que quand on explique clairement, calmement les choses, avec des références qui sont vérifiables, c'est pas simplement monsieur un tel, Tartampion, Ploncard, qui vous voudrez, dit un tel c'est ça. Non, c'est un tel c'est ça parce qu'il l'a écrit, parce qu'il l'a dit avec telle référence.
Et dans la situation dans laquelle nous sommes, du fait de l'inconnu devant lequel se trouvent les Français, ne sachant plus où ils vont, quel va être leur avenir, et notamment les jeunes générations, il est évident que quelqu'un qui explique le pourquoi des choses emporte l'adhésion. Et c'est ce que l'on constate par tout le courrier que l'on reçoit, soit par Internet directement, soit par le vulgaire courrier par la poste. C'est une expérience assez fascinante. Alors, cela entraîne évidemment une chose dont on ne peut que se féliciter, ce n'est pas simplement cela qui nous intéresse, ça entraîne des abonnements à la politique, ça entraîne de l'achat de livres. Il y a des gens qui nous achètent tous les titres d'un seul coup, par Internet, uniquement parce qu'ils ont entendu ce que je disais dans mes entretiens et dans mes conférences, uniquement. Alors, certes, je ne peux, moi et mes amis qui mettent dans ce travail, que nous en féliciter, mais au-delà de ce succès et de la politique et des livres, ce qui est intéressant de retenir, c'est ce besoin de comprendre de plus en plus de gens et qui cherchent de la documentation pour comprendre ce qui leur arrive. C'est ça qui est important dans cette expérience. Je vais éviter de citer certains noms, mais enfin, quand je vois que certains ne s'excitent que sur les problèmes du révisionnisme, d'une part, ils donnent des armes à l'adversaire, mais ils oublient que le problème du révisionnisme doit être encadré dans la tactique que je donnais tout à l'heure. On ne peut faire une critique scientifique qu'en mettant l'adversaire face à ses mensonges. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de le piéger avec la notion de l'exigence de reconstitution du fait. Alors, de grâce, que l'on parle du révisionnisme, ça ne me dérange pas, mais il ne faut pas oublier que c'est une petite partie du problème global auquel nous sommes confrontés. Alors, comme en plus de ça, certains viennent vous dire « Ah non, mais il n'y a pas de complot mondialiste, il n'y a pas de complot judéo-maçonnique, ah non, mais je ne vais pas me battre contre les juifs, je ne vais pas me battre contre les homosexuels », ça ne vous rappelle pas certaines déclarations d'un certain Vincent Renoir? Alors, à quoi je dis? À quoi je dis? Vous qui me suivez depuis tout de même un certain temps, enfin nombre d'entre vous, savez que je répète régulièrement que le militant, le cadre, doit avoir trois objectifs, trois exigences. Connaître et aimer notre héritage. Héritage national que l'éducation dite nationale détruit pan par pan, successivement, de nouveaux programmes en nouveaux programmes. Connaître l'ennemi, ses méthodes, ses buts, sa tactique. Et connaître la doctrine nationaliste pour savoir proposer les solutions nécessaires à la situation que nous endurons. Ce sont les trois piliers sur lesquels notre action doit se baser et sur lesquels vous devez travailler pour convertir autour de vous. Dans notre démarche dialectique de reconquête, nous avons à détruire tout d'abord le point de départ de cette machine infernale qui nous détruit, c'est-à-dire les faux principes de 1789. Cette fausse liberté induite par la judéo-maçonnerie au travers de la pseudo-démocratie. La démocratie est une machine de guerre contre tous les peuples
soi-disant en lui donnant le hochet de sa liberté de choix qu'il n'a pas, puisqu'il est tenu, manipulé par les médias qui eux-mêmes sont tenus par les forces occultes. Même facile à comprendre. Et on va dans cette hypocrisie, dans cette hypocrisie, de mensonge en mensonge, de sophisme en sophisme, tel celui de Montesquieu. Je l'ai cité, je le cite régulièrement parce que c'est tout de même un des pères de la démocratie. Vous l'avez notamment dans le nationalisme français et dans la maçonnerie. Cette déclaration de Montesquieu, quand il affirmait « Le peuple, dans la démocratie, est à certains égards monarque, à certains sujets par ses suffrages, qui sont ses volontés. La volonté du souverain et le souverain lui-même. » Et c'est le plus parfait exemple de sophisme. Je ne sais pas si vous avez fait de la philosophie, mais si vous avez fait de la philosophie à l'époque où on enseignait correctement, c'est le prototype du sophisme qu'on apprenait à démonter justement pour montrer la fausseté et le mensonge qu'il y a derrière. Exemple de cette fausse souveraineté. Rappelez-vous 2006, je ne sais plus, non, pas tellement dit, le référendum sur la Constitution européenne. Que s'est-il passé? Eh bien, malgré tout le matraquage, le peuple français a dit non. Une espèce de réflexe de survie qui lui a fait comprendre qu'on lui racontait des bobards. Il était déjà tombé dans le piège de Maastricht, Schengen et compagnie. Cette fois-ci, on ne lui faisait plus l'article aussi facilement. Il vote. Il a exercé sa souveraineté. Ah oui, d'accord. Et la souveraineté du peuple n'est admise que quand ça donne le résultat que les lobbies qui sont derrière la démocratie veulent. Et c'est comme ça qu'on fait revoter le peuple jusqu'au moment où ça donne le bon résultat. Et si c'est pas le peuple, eh bien on s'arrange pour que ça passe d'une façon différente. Et c'est comme ça qu'un certain Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien, trop bien, peut-être pas assez d'ailleurs, a réussi à faire passer exactement la même chose sous le nom de traité de Lisbonne devant le peuple. Non, trop dangereux, voyons. Au travers du Parlement. Alors, quelle leçon en tirer? Et ça veut dire, en revenir à un certain Montesquieu, que les représentants du peuple ne représentent pas sa volonté. CQFD, comme on disait autrefois dans les bonnes écoles, ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez toute l'hypocrisie de la démocratie? Ça a été le trait de génie des conjurés de la Révolution dite française, de transformer le vote du citoyen en un vote inorganique qui n'est plus basé que sur l'information qu'on lui donne par les médias. Donc à partir de là, qui tient les médias? Tient le citoyen. C'est élémentaire, mon cher Watson. Comme dirait un certain Sherlock Holmes. Ou Sherlock Holmes, comme disent certains. Et c'est vraiment diabolique, ça, cette modification de l'application du droit de vote du citoyen, le faisant passer des sujets qu'il connaissait directement par son travail, par son activité sociale, pour le faire passer de façon inorganique, complètement déconnectée de la réalité, qu'il peut percevoir directement, uniquement par cette information, pseudo-information, au travers des médias. C'est vraiment un trait de génie
de ces conjurés de la Révolution dite française. C'est pour ça que le point de départ de toute contre-attaque pour démolir le système que nous subissons, c'est d'attaquer à la source de ces principes, c'est-à-dire ce qui a été imposé à la Révolution, les principes de 1789. Et c'est pour ça, vous savez, que ce soit dans mes conférences, entretiens, dans mes livres, dans la politique, que je fustige très régulièrement les gens soi-disant de nos milieux. Un Le Pen, un Asselineau, un Dupont-Aignan, et d'autres, qui voudraient bien arranger les choses, mais au nom des principes de 1789, et qui viennent vous parler que, ah oui, ils font référence aux grands ancêtres, et puis on arrive à Clémenceau, et puis on arrive à De Gaulle. Ça, ce sont leurs grands hommes. Et au nom de ces grands hommes, ils voudraient restaurer la France qui, justement, crève de l'action de ces gens. Comment voulez-vous restaurer un pays avec les principes et avec les hommes qui le détruisent ou l'ont détruit? C'est une de mes formules favorites, car tout est là. Peut-être que le fait d'être médecin et d'avoir à observer les symptômes pour essayer de remonter à la cause m'a prédisposé à ce genre de démarche intellectuelle, mais tout est là. Vous ne pouvez guérir un patient ou une nation qu'en passant des effets nocifs à la cause pour la détruire. Ce problème de l'information, d'ailleurs, a été perçu très précocement par nombre de personnes, et notamment l'historien Sainte-Beuve. C'est là aussi, encore une fois, une citation que je donne très souvent, quand il disait, donc c'est à la fin du XIXe siècle déjà, quand il voyait l'évolution de la situation, il disait une chose, mais que nous vivons tous les jours. L'individu, disait-il, ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes, il raisonne juste sur des bases fausses. C'est là, en quelques mots, résumé tout le problème de l'information. Vous donnez une fausse notion aux gens, ils n'ont pas besoin d'être pervers, tordus, appelez ça comme vous voudrez, mais ils se basent sur ce qu'ils croient honnêtement et ils concluent dans le sens dans lequel ils cherchent à induire leurs décisions. C'est tout aussi simple que ça. C'est donc tout le problème de l'information en système démocratique inorganique. Vous comprenez que dans ces conditions, ayant fait cette critique historique des sophismes de la Révolution, la doctrine nationaliste, loin, ça c'est une caricature que nos ennemis cherchent à donner, de vouloir retirer le droit de vote aux citoyens en le considérant comme ignare, etc. Ce n'est pas toujours faux, nécessairement d'ailleurs, mais la doctrine nationaliste veut remettre la décision, le vote du citoyen dans le cadre qu'il peut comprendre, connaître directement, c'est-à-dire revenir aux bases saines qui se dégageaient de par l'organisation corporative et les corps intermédiaires. Tout est là. Il faut que les gens puissent décider en fonction des problèmes qui les concernent directement dans leur vie, pas en abstraction de sujets qu'ils ne connaissent que de très loin, sur lesquels on les enfume.
bon, peut-être tout de même vous faire ce petit rappel une fois de plus, sur l'un des premiers actes de la Révolution triomphante, ça a été l'abolition des corporations, par qui? Notamment par la loi d'Isaac le Chapelier. C'est comme on disait Isaac le fourreur. Vous m'avez compris. C'est signé. Signé. Et ça voulait dire quoi? Eh bien, c'était la porte ouverte, justement, à la mainmise du capitalisme apatride sur le travail, sur les masses laborieuses. Il s'est retrouvé pendant de nombreuses années sans structure de défense face au capitalisme naissant. Donc, c'est évident. Et le nationalisme ne peut être que social. Vous savez très bien que je reviens régulièrement là-dessus, ce qui nous vaut d'ailleurs, quand cela parvient à des gens de gauche ou de bonne foi, des ralliements de gens de gauche. C'est notamment dans mon livre Le nationalisme français, et vous connaissez ma formule, sans justice sociale, pas de solidarité nationale, sans solidarité nationale, pas de cohésion nationale, et sans cohésion nationale, pas de nation forte. Tout est là. Tout est là. Et c'est pour ça que libéraux comme marxistes sont pour la lutte des classes, parce qu'ils ne veulent surtout pas d'une nation cohérente où le mot d'ordre, c'est l'entraide entre chacune des classes sociales. Tout est là. Et c'est pour ça, rappelez-vous ce que disait le maréchal Pétain, quand il parlait de la ténébreuse alliance entre les démocraties libérales et le marxisme. Alors, je voudrais aborder un autre sujet parce que tout à fait interconnecté. La peur des mots. Nos adversaires jouent énormément sur la peur des mots, sur des choses que l'on ne peut pas dire. Parce que si on les dit, on est tout de suite catalogué dans un certain sens. Alors, notamment, le terme corporatiste, qui d'ailleurs a changé de nom dans la façon dont on présente les choses. Quand on vous parle de grève, on parle, par exemple, pour dénoncer les intérêts corporatifs. Et là, on change complètement le sens du mot. De même, le terme nationalisme. On fait passer tout et n'importe quoi sous le terme de nationalisme, y compris le séparatisme, qui est le contraire du nationalisme. C'est la théorie des nationalités, ça je l'ai expliqué en long et en large dans mon livre Le nationalisme français. C'est une chose à savoir sur laquelle il faut se pencher pour pouvoir savoir comment répondre. Un exemple de cette peur des mots, et je vais encore revenir à M. Le Pen. Je pense que certains d'entre vous se souviennent de l'idée géniale qu'il avait eue pour ne pas utiliser le terme nationaliste. Il avait inventé un mot qui était nationalisme. Allô, Jaco? Nationalisme. Nationalisme, exactement, bravo. Nationalisme. Nationalisme. Alors, là encore, ironie de l'histoire, c'est que la connotation, la consonance, appelez ça comme vous voudrez, du terme, ne lui valut pas une très longue vie. Ironie de l'histoire. Jugement de l'histoire. J'admire toujours l'adversaire quand il affirme franchement ses idées. Et je pense que certains adversaires honnêtes apprécient aussi des adversaires qui ne l'ouvrent pas, qui affirment, comme nous le faisons, comme nous essayons de le faire, directement nos idées sans louvoyer, sans chercher à faire plaisir à tout le monde et à chacun. C'est pas possible. Ou bien on prend quelque chose et on le dit carrément,
sans avoir peur de déplaire à droite ou à gauche. Carrément. Petite parenthèse qui est bien comme ça en pensant. Vous savez pourquoi j'aime la Francisque? Un petit peu par rappel à la Révolution nationale, mais parce qu'il y a deux tranchants. Un pour la droite, un pour la gauche. Et les deux ont besoin d'avoir quelques têtes de tranchées. Donc vous voyez, Quentin Le Pen vous invente le terme de nationalisme pour se dédiaboliser. Vous voyez, c'est bien antérieur à cette pauvre Marine Le Pen. Je ne vais pas la défendre, mais enfin quand même, il faut rendre à César ce qui est à César, si j'ose dire. Le problème, c'est que les mots sont les drapeaux des idées. Un mot représente une idée, un principe. Et si vous cherchez à jongler avec les mots pour paraître ce que vous n'êtes pas, ou parce que vous avez peur de paraître ce que vous seriez, ce qui n'est même pas le cas avec Le Pen et d'autres oligoïdes du même genre, eh bien, vous ne pouvez que tromper certains. Mais ça ne dure pas longtemps. Il faut être soi-même, il faut dire les choses telles qu'on le pense. Et il faut dire les choses telles qu'on le pense, non seulement pour se faire plaisir, etc., il faut le dire en fonction de l'expérience que l'on tire de l'histoire. Et c'est cela qui est intéressant dans le nationalisme, et je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui, le nationalisme, ce n'est pas une doctrine, c'est un empirisme. C'est un empirisme qui se base sur deux choses: les intérêts de la nation, et pour défendre les intérêts de la nation, l'étude de l'histoire, les leçons de l'histoire. En fait, l'histoire, c'est un petit peu le creuset de toutes les idées qui se brassent, qui donnent tel ou tel résultat à travers les générations. C'est un petit peu, en fait, comme un chimiste ou comme un physicien qui, dans son laboratoire, teste telle ou telle chose pour voir si sa théorie est valable, etc. On doit se servir de l'histoire pour voir ce qui, à certaines époques, en fonction des principes qui étaient au pouvoir, a donné de bons résultats, a amené la paix, la concorde sociale et l'épanouissement de la nation. C'est pour ça que cela ne peut se faire en trichant avec les mots, puisque les mots sont les drapeaux des idées. Lorsque l'on discute avec des gens qui ne sont pas nécessairement convaincus encore, mais qui ne sont pas nécessairement non plus de mauvaise foi, il faut toujours commencer par la critique des problèmes auxquels il est concerné. Par exemple, aujourd'hui, le chômage, l'insécurité, tout ça. C'est pas venu par hasard. C'est venu parce qu'il y a un certain nombre de principes, une certaine idéologie qui impose ce laxisme qui aboutit à cette situation. Donc il faut s'intéresser aux problèmes de nos contemporains, leur montrer que s'ils se plaignent, et ils se plaignent, que s'ils veulent changer la situation, ne plus avoir à se plaindre et à souffrir, il faut d'abord leur démontrer quel est le pourquoi du comment s'ils souffrent et leur donner la solution. Donc c'est une démarche dialectique. Partez toujours, ne partez pas tout de suite dans les grands principes, je suis nationaliste, tatati tatater, on prend des attitudes d'empereur romain, etc. Non. Commencez par vous occuper des problèmes dont souffrent les gens aujourd'hui, en leur expliquant d'où leurs problèmes viennent et en leur proposant ensuite les solutions. Et c'est comme ça que vous devez travailler autour de vous.
Je ne sais pas si vous avez compris que, en fait, ce qui manque le plus à notre époque, c'est la nécessité absolue de réapprendre l'histoire. L'histoire de France, d'abord, pour commencer, mais même l'histoire ancienne. Et une chose que je rappelle de temps en temps, comme ça, quand le sujet se prête, c'est que mes premières idées politiques sont venues sur les bancs de l'école quand j'apprenais l'histoire grecque et romaine. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte d'une chose, qu'il y avait une espèce de constante, que l'on voyait des empires, des villes, qui à une certaine époque prenaient une expansion, montaient, se développaient, puis stagnaient, et puis commençaient à descendre. Et je m'étais dit, dans mon adolescence de l'époque, tiens, c'est curieux, il y a tout de même, au travers les âges, des différents empires qu'il y a eu, une loi générale qui doit expliquer ça. Pourquoi ça monte, ça stagne, ça descend. Eh bien, la solution est très simple, c'est que ces entreprises humaines qui naissent au nom d'un certain nombre de principes, genre bon ou mauvais, peu importe, se développent tant qu'ils restent fidèles à ces principes. Le jour où ils commencent à trahir les principes constitutifs qui les ont fait naître, eh bien, commence la descente. C'est ce que nous vivons dans notre histoire de France. Donc vous voyez, cette réflexion de gamin que j'étais, en étudiant uniquement, même pas l'histoire de France, mais l'histoire grecque et romaine, eh bien, s'applique à notre temps. Et j'en tire comme incidence que justement ce qui manque, et ce que ne font pas nos milieux en général, c'est une critique historique, une histoire des idées, qui arrive à démontrer pourquoi certaines idées donnent tel résultat, provoquent tel développement ou telle décadence. Tout est là. Et vous savez, ceux qui me connaissent depuis un certain temps, que c'est ce que j'essaye de faire avec ma petite équipe, c'est de recréer justement cette histoire des idées pour montrer d'où viennent les problèmes aujourd'hui. C'est une véritable nécessité de critique historique des idées, des principes. Parce que, en fait, un individu n'est pas nécessairement constitutionnellement mauvais. Vous voyez, c'est le contraire de Rousseau. Je ne dis pas il est nécessairement bon. Et c'est la société qui le corrompt. Bien qu'il y ait une certaine vérité dans ce que dit Rousseau, il n'a pas pris dans le bon sens. Donc l'individu, il naît en fonction et sous la domination d'un certain nombre d'idées qui sont véhiculées à son époque. Et il est entraîné par ces notions qui sont infusées par l'éducation, par la gouvernance du pouvoir de l'époque, et qui l'entraînent dans une certaine direction. Si ces idées, si l'application de ces idées par ces gouvernements sont de bons principes, eh bien, la société évoluera de façon saine et harmonieuse. S'ils sont mauvais, s'ils sont tordus, eh bien, ce sera ce que nous vivons, c'est la décadence, la perversion des mœurs, la destruction de la société. Donc, vous voyez l'importance de la critique historique, de l'analyse des idées pour en faire le tri, choisir les bonnes et éliminer les mauvaises. Pour en revenir au sujet direct de cette conférence, je voudrais vous donner deux citations que certains d'entre vous connaissent déjà, parce que j'y reviens souvent, parce qu'elles ciblent très très bien le problème auquel nous sommes confrontés. C'est la condamnation de la démocratie inorganique. Alors, celle de Maurras, d'abord, qui stipule « Dans toute tentative de régler la question sociale, l'abolition de la démocratie s'impose
comme les précautions de l'asepsie dans le traitement des plaies. C'est évident. La démocratie telle qu'elle a été bâtie par les triomphateurs de la Révolution dite française, c'est une pourriture qui contamine tout ce qu'elle touche. Donc, comme dit Maurras, de l'asepsie, au besoin au fer rouge. Et puis, celle de José Antonio Primo de Rivera, que je trouve remarquable par sa profondeur et l'exactitude de son raisonnement. Là aussi, c'est une citation que je reprends très souvent, que vous trouverez dans le nationalisme français, même s'il n'était pas français. Voilà ce qu'il disait. Personne n'est jamais né membre d'un parti politique. Par contre, nous sommes nés membres d'une famille, nous sommes voisins dans une municipalité, nous peinons tous dans l'exercice d'un travail. Or, si ce sont là nos unités naturelles, si la famille, la municipalité et la corporation sont les cadres dans lesquels nous vivons, pourquoi aurions-nous besoin de l'instrument intermédiaire et pernicieux des partis qui, pour nous unir en des groupements artificiels, commencent par nous désunir dans nos réalités authentiques? Tout est là. C'est une démonstration parfaite de la nocivité de la démocratie inorganique. Je vous disais tout à l'heure que la doctrine nationaliste est essentiellement un empirisme et non pas une doctrine élaborée comme ça, comme les sophismes issus de 1789, et que l'approche du nationalisme se faisait par l'étude de l'histoire en ayant pour objectif l'intérêt de la nation et des siens, du peuple français et des autres peuples. Parce que la démarche est toujours la même, c'est pour ça qu'on peut s'entendre entre nationalistes. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'entendre avec un nationaliste russe à la manière russe, comme nous sommes à la manière française, parce que nous avons les mêmes besoins impératifs et les mêmes ennemis. De même qu'avec un nationaliste iranien ou palestinien, excusez-moi de la référence, par contre, pas avec un nationaliste israélien. Pourquoi? Parce qu'il est internationaliste par nature. Tout est là. Tout est là. Et c'est là l'erreur fondamentale d'un certain nombre de nationaux dans le milieu, qui croient très malin de vouloir s'appuyer sur Israël et sur le sionisme et les juifs en France ou ailleurs, pour faire face à la menace islamiste. Ils oublient simplement un petit détail de l'histoire, comme dirait l'autre, c'est que Israël est le bras armé du sionisme des États-Unis qui ont fomenté la montée en puissance de l'islam. Et c'est pour ça que je donne comme image et que je dis que cette politique de gribouille, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de jeunesse de la lecture de la comtesse de Ségur, gribouille qui, pour ne pas être mouillé, se jetait dans la mare. Voilà. Si vous voulez vous prémunir du sionisme en vous appuyant, de l'islam en vous appuyant sur le sionisme qui a fomenté l'islam pour nous détruire, nous, en tant que peuple chrétien, allez-y, vous verrez les résultats. Donc, le nationalisme, ce n'est pas une idéologie, c'est un empirisme. Parce que pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Mais il faut connaître le passé, pas au travers, évidemment, de la soi-disant histoire mensongère qu'on nous enseigne dans les écoles et à l'université. Pourquoi croyez-vous que depuis déjà des décennies, l'éducation dite nationale
a supprimé l'enseignement de l'histoire de France de façon continue, séquentielle. Et pour une raison très simple, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour empêcher justement le raisonnement. Tiens, à certaines époques, la France a été puissante et c'était la paix dans le royaume, etc. Tandis que maintenant, à partir de la Révolution, c'est la décadence et on est en guerre civile, de guerre civile en guerre civile. Donc, on ne vous enseigne depuis déjà que des tranches de l'histoire de France, avec des choses qui ne sont pas particulièrement significatives, en tout cas dans le sens qui pourrait les déranger. Et puis de plus en plus, on vous supprime l'histoire de France pour la remplacer par une histoire qui n'est plus du tout de France. On vous donne des programmes concernant des choses totalement étrangères à l'histoire de France. Comment voulez-vous que l'enfant auquel on apprend, ou on désapprend nos réalités nationales, puisse s'y retrouver? Donc tout se base sur une réécriture de l'histoire, ce que j'essaye de faire justement avec les amis. Et il est évident que si on comprend que pour comprendre le présent, il faut connaître le passé, c'est dans le but de préparer l'avenir. Les trois sont interdépendants. Ce qui est terrible avec les idéologues, c'est qu'ils partent d'une idée. Alors vous me direz, bon, ils peuvent avoir de bonnes idées, moins. Enfin, mais une chose toujours qui me dérange, c'est que quand on part sur un concept abstrait qui ne tient pas compte de l'histoire, de l'expérience de l'histoire. Là, je dirais que l'expérience de l'histoire, c'est comme une canne pour un aveugle. C'est un appui pour ne pas se casser la figure. Eh bien, tous les idéologues qui ont créé de grands systèmes, que ce soit la démocratie inorganique avec la Révolution, que ce soit le marxisme, etc., on voit ce que ça donne. Donc voilà, il faut revenir au réel. Alors, les buts de l'action, évidemment, bon, je vais déjà donner une approche tout à l'heure, mais il y a différents plans sur lesquels il faut travailler. Sur le plan social, et je reviens à une chose que j'ai évoquée tout à l'heure, sur la justice sociale. On ne peut pas faire l'impasse sur la justice sociale parce que toute la solidité de la nation repose sur la coopération entre les classes sociales. C'est fondamental. Et on peut rallier beaucoup de gens de gauche sur cette notion, même s'ils ne comprennent rien du tout à ce qu'on veut leur dire avec le nationalisme, ça les accroche, surtout quand ils voient que leur gauche, en fait, n'est qu'un énième instrument des banques. Regardez M. Macron. Ah, oui. Donc là, dans vos discussions, appuyez toujours sur cette dialectique qui consiste à faire comprendre la nécessité de la justice sociale, qu'il ne soit pas simplement en parole, pour se terminer justement avec un gouvernement socialiste qui prend comme grand inspirateur de la politique économique un individu qui sort de la banque Rothschild. En fait, aujourd'hui, la France et l'Europe, enfin en tout cas en France, sont régies par deux influences qui, évidemment, participent du même noyau central. Goldman Sachs, avec le président de la Banque Centrale Européenne, et puis M. Macron, issu de la Banque Rothschild. Quels sont les véritables maîtres de la France, sans compter l'influence politique avec le CRIF, le LICRA et compagnie. Tout ce qui se passe en France se passe sous l'influence de ces structures. Et là, vous trouverez certainement une voie de pénétration dans des milieux populaires que vous n'atteindrez pas en vous parlant du Christ roi ou autre. Je suis catholique, traditionnaliste,
pas fraternité Saint-Pédis, parce que ça dévie curieusement. Bon, glissons là-dessus. Mais croyants ou non-croyants peuvent comprendre les mêmes choses sur le plan pratique. Ça d'ailleurs que parmi mes abonnés, j'ai des protestants, y compris calvinistes. Je ne peux pas dire que mes textes prêtent particulièrement à la défense du protestantisme. Loin de là, je sais qu'on a un représentant du protestantisme ici, c'est très bien ce que j'en pense. Ça a été une première scission qui a été poussée par qui? J'en ai parlé dernièrement, l'une des dernières réunions. Donc, vous voyez, le plan social, ça c'est le premier point d'abordage des gens qui n'ont pas encore compris. Sur le plan ethnique aussi. Alors, je veux bien croire que certains représentants de l'immigration peuvent s'intégrer à la longue si réellement ils sont sincères. Mais il est évident que s'ils arrivent en masse, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible, parce qu'ils sont happés par la communauté, ce qui donne le communautarisme. Il n'y a rien à faire. Donc, et pour eux, je ne sais pas simplement pour nous, mais pour eux aussi, l'immigration-invasion, qui leur donne soi-disant tous les droits, plus qu'à des Français d'ailleurs, comme vous le savez, n'est pas une solution, parce qu'on en fait des déracinés. Et dans la critique que je fais à ce sujet-là, il y en a un certain nombre qui comprennent, bon, ils comprennent sans tout à fait comprendre parce que ça les dérange quand même, mais ce que je dis, et je ne suis tout de même pas le seul à le dire, c'est pour eux aussi qu'on le dit. C'est que j'aimerais pas être un émigré aujourd'hui en France, ils ont peut-être des avantages que nous n'avons pas, ou que les plus nécessiteux Français n'ont pas, mais ils sont où? Ils sont entre deux mondes. Certains d'entre eux, en outre, se rendent compte qu'ils sont utilisés par le sionisme international uniquement pour le détruire. Et que leur tour viendra après. Puisque c'est la technique du saucissonnage. Donc voilà, vous voyez quelles sont les voies d'attaque, si j'ose dire, dialectiques, pour essayer de ramener les gens, les uns après les autres, à comprendre le pourquoi de leur souffrance aujourd'hui. C'est un travail dialectique. Il ne s'agit pas de raconter des bobards, il s'agit de leur pointer du doigt la réalité, en donnant les causes de leur souffrance. Je vais reprendre, je trouve que ça s'encadre assez bien avec le sujet du jour, une partie de l'exposé que j'ai fait au Pot de Rivarol, dont certains d'entre vous ont eu connaissance. Lorsque Vincent Payon, j'en ai déjà parlé, enfin, toujours bon de rappeler les choses. Lorsque Vincent Payon, illustre représentant de la communauté juive d'Alsace, affirme dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée », il énonce une réalité, car ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la poursuite de la destruction de notre héritage national depuis la Révolution française au nom de la République universelle, c'est-à-dire du mondialisme messianique. Or, le raisonnement de Payon est encore plus révélateur lorsqu'il poursuit. Révolution française, c'est un commencement absolu, c'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. Qu'est-ce que cela veut dire?
sinon que notre héritage national et religieux n'est pas le leur, que la France et les Français doivent l'expier afin de se soumettre à leurs lois. Et je donnais deux autres citations qui confirment la vision de M. Péon, celle du franc-maçon André Lebé, EY, qui était un haut dignitaire maçonnique du temps de la Première Guerre mondiale, qui disait ceci. La lutte actuelle est la continuation de celle qui s'est ouverte en 1789. Vous voyez la correspondance entre la citation de Lebé et celle de Péon? La Révolution française n'est pas terminée. Et puis celle du grand maître du Grand Orient du Portugal, Magalhães de Lima, lors de la conférence maçonnique de Lisbonne du 13 mai 1917, la victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Est-ce que vous comprenez pourquoi un Clémenceau et toute la maçonnerie française de l'époque ont poussé à la guerre de 14-18 avec le massacre de centaines de milliers de bons paysans catholiques français par la tactique suicidaire voulue du maréchal Joffre, franc-maçon. Et lors de mon exposé à Rivarol, alors que s'y trouvait un certain Vincent Renoir, je disais, difficile d'être plus clair, difficile de ne pas voir le complot. Tel était donc le but de la Première Guerre mondiale, comme de la Seconde, comme de la Troisième, si hélas les Américains et la juiverie internationale arrivent à la déclencher, et de ce qui allait s'ensuivre avec la décolonisation, l'immigration, l'évasion, etc., etc. Tout ça est fait en but de leur vieux rêve messianique de la République universelle, ce qu'on appelle aujourd'hui le mondialisme messianique. Et si, je poursuis ma citation, et si l'on n'a pas encore compris cette citation de Raphaël Glucksmann, dans la nouvelle édition Canal+, du 26 février 2015. Tout récent. Il disait, écoutez bien, pour ceux qui n'ont pas lu Rivarol, le but politique de l'école républicaine est de déraciner les élèves. C'est un projet politique qui vise à enlever les enfants des clochers et des terroirs. Et je poursuivais en disant, et certains osent encore dire dans nos milieux qu'il n'y a pas de complot judéo-maçonnique contre nos racines. Je vais reciter une chose que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, parce que là encore, c'est un résumé de ce que nous vivons. En fait, le plan du mondialisme messianique est simple. Toutes les nations doivent disparaître, sauf une. Tous les peuples doivent disparaître dans le magma du métissage, sauf un. Toutes les religions doivent disparaître, sauf une. Et si vous n'avez pas compris cela, alors effectivement, il n'y a pas de complot. Et je poursuivais, devant cette situation, ce complot, que faire? Avec le système Le Pen, qui se prétend, je reviens à une chose que j'ai dit tout à l'heure, sur l'héritier du gaullisme, comme les Asselineau du Pont-Aignan et tous ceux qui veulent marier Saint-Louis, Jeanne d'Arc avec les grands ancêtres de la Révolution, les Clémenceau, de Gaulle. Mais en fait, c'est le mariage de la France et de l'anti-France. Un point, c'est tout. Alors, ces gens sont-ils à ce point bêtes, incapables de réfléchir à ce point-là, ou bien sont-ils complices?
Les deux. Je ne sais pas si certains d'entre eux naviguent sur Internet et écoutent ce que je dis. Je souhaite simplement qu'ils comprennent ce que je veux dire et qu'ils en tirent les leçons. Je ne cherche pas à les insulter, je cherche simplement à leur ouvrir les yeux. Et puis il y en a d'autres. C'est curieux cette espèce de vision. Je ne sais pas si le nom de Jean de Vigry nous dit quelque chose. Il avait commis un livre qui s'appelait Les deux patries. Et là, toujours la même notion. Il y a deux patries en France. Eh bien non, il n'y en a qu'une seule. Il y a la France et il y a l'anti-France. Et puis André Figueras, résistant. Encore un qui voulait marier la carpe et le lapin, si j'ose dire. Dans son livre, c'est un petit opuscule qui s'appelait Le sang de Hoche et le sang de Bayard. On mélange tout ça et ça donne la France éternelle. Je regrette beaucoup. C'est la France et l'anti-France qui cherchent à détruire la France. Parce qu'en fait, ce sont les troupes de Hoche qui ont détruit l'héritage de Bayard. Mais c'est tout de même incroyable. Ces gens qui écrivent ces choses-là ne réfléchissent pas au sens des inepties qu'ils écrivent. C'est tout de même incroyable. Eh bien, ils écrivent ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, c'est une vision fausse, une espèce de vision romantique. On ne veut pas trancher entre une France et l'autre. On essaye de les mettre ensemble, pourvu que ça marche, que ça colle. Ben non, ça ne peut pas coller. Il y a fatalement l'une qui détruit l'autre. Je voudrais revenir aussi sur un article d'André Gandillon dans Rivarol, le numéro précédent à celui où figure mon intervention au pot de Rivarol. Il s'était basé sur mon livre « Le nationalisme français ». Et il avait fait référence à la différence entre nationalisme et patriotisme. Et là aussi, c'est une notion qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, savoir décortiquer le sens de chaque mot. En principe, l'un et l'autre devraient être compatibles. Eh bien non. Et le meilleur exemple, ou le pire, si vous le préférez, c'est ce qui s'est passé après la débâcle. Que s'est-il passé? Bien, il s'est passé qu'une partie active des Français, ne voyant que l'invasion physique du territoire, sont rentrés dans la résistance et ont rejoint De Gaulle. Ils ne comprenaient pas une chose, pourtant toute bête à comprendre, c'est que si la France avait été envahie physiquement, c'est que préalablement il y avait eu une invasion intellectuelle qui l'avait désarmée. Et c'est pour ça qu'il y eut toute une autre frange de Français, tout de même un peu plus connaisseurs de l'histoire, qui ayant compris cela, ont rejoint le maréchal Pétain et la Révolution nationale, comprenant que pour réagir à l'invasion physique de la France, qui ne serait certainement pas la dernière, si on continuait comme cela, il fallait commencer par détruire les sophismes qui nous avaient désarmés intellectuellement, qu'il fallait détruire cette invasion intellectuelle préalable. Et vous voyez comment deux concepts qui normalement, logiquement, devraient cohabiter harmonieusement, peuvent se trouver opposés à un certain moment de l'histoire.
Et c'est à cela que sert encore l'histoire. Et malheureusement, il faut des circonstances tragiques comme cela fut pour attirer l'attention sur ce problème. La politique ne se fait pas, ne doit pas se faire au sentiment, mais par l'analyse froide des données. Vous remarquerez d'ailleurs en général que quand je fais un communiqué ou que les cercles nationalistes font un communiqué, ce n'est jamais immédiatement à chaud. On laisse passer quelque temps, on attend de voir d'abord peser le pour et le contre de telle ou telle réponse, choisir les mots, et voir toujours dans la notion de qu'est-ce qui va être le plus utile, le plus nécessaire à dire pour arriver à faire passer ce que l'on veut faire passer pour la défense de notre pays. Différents exemples. Rappelez-vous l'interrogation que j'avais lancée dans un éditorial au sujet de Dieudonné. Avez-vous vu dernièrement le député belge Laurent Louis se désolidariser de Dieudonné et de son assurance, je ne sais plus comment s'appelait son truc, l'idée de son assurance qu'il avait lancée, qui est une arnaque. J'avais lancé simplement l'idée que je m'étais basé sur le texte bibliographique que j'avais trouvé assez amusant, disant que, après tout, peut-être que Dieudonné était un membre du Mossad. Il y a eu notamment dans les paroles un certain nombre d'individus qui ont dit « Mais comment? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais enfin, Gorafi, c'est n'importe quoi, etc. » C'était simplement une question que j'avais lancée, une hypothèse, dont j'attendais une réponse à la fois de Soral et à la fois de Dieudonné. Ça a été silence sur la ligne, il n'y a pas eu la moindre réaction. Alors, ils auraient pu ricaner en disant « Non, ils se sont tus. » Ce sont des comparses ou autres qui ont réagi en essayant de me ridiculiser. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, les deux compères se bagarrent entre eux, et puis Laurent, lui, qui était un fervent de Dieudonné, dit « Ah non, je ne marche plus, une arnaque. » Mais voilà, il suffit d'attendre un petit peu, et les événements nous donnent raison si on ne s'est pas trompé dans l'analyse. Le problème de beaucoup de nos milieux, c'est qu'il suffit qu'il y ait quelques énergumènes qui disent des mots comme ça, provoquants, etc., et ça leur soulage la bile. Le but n'est pas de se soulager la bile, le but est d'arriver au pouvoir. Point à la ligne. Et ne pas donner des armes à ceux qui nous gouvernent. Or, des déclarations provocantes comme celle de Le Pen, de Donnez-vous, etc., ça ne sert qu'au pouvoir. Ça lui sert à justement pondre des lois de plus en plus restrictives de nos libertés. Ah ben bravo messieurs, vous avez bien œuvré pour la cause commune. Merci. Vous comprenez pourquoi il faut analyser les choses froidement, parfois de façon ironique, mais l'ironie n'est pas toujours perçue par tout le monde. Et puis il y a aussi ceux qui se drapent dans des, je parlais tout à l'heure d'empereur romain, dans des toges d'empereur romain, voire qui jouent au grand martyr, je ne céderai pas, mais non, mon parti n'est pas interdit, tatati, tatater. Je crois que certains qui sont dans la salle comprennent ce que je veux dire et qui je vise. Mais ce sont des attitudes, ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Si on n'a pas compris qu'il faut travailler discrètement face au pouvoir qui cherche par tous les moyens à nous soumettre, on ne sert que le pouvoir en place. Il faut travailler discrètement, calmement, sans injure, en donnant nos arguments et en expliquant le pourquoi des choses aux gens autour de nous. C'est un petit résumé de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est que comme ça qu'on peut essayer de répondre
Et au pot de Rivarol, j'avais écorché quelques-uns, non seulement sur cette droite soi-disant extrême qui se gargarise de grands mots, et en général ça se termine d'ailleurs dans les bistrots en croyant avoir sauvé le pays. Là aussi j'en dis certains. Droite extrême, oui. Je ne vais pas être grossier. Et ce n'est pas non plus dans un romantisme de la défaite qui se termine par un suicide inutile. Vous voyez aussi à qui je fais allusion. Le suicide est toujours une fuite. Et si on veut se suicider, eh bien, autant que ça puisse servir à la cause. Ce sera déjà peut-être une circonstance, un préjugé favorable le jour du jugement. Donc, je répète. La révolution dont nous avons besoin ne se fera que par un travail discret, tenace, silencieux. Et quand je prône ce qui a été moqué par certains il n'y a pas longtemps, y compris dans les colonnes de Rivarol, dans un entretien d'un certain individu, quand je prône non pas le ralliement au Front National, mais l'entrisme au Front National, c'est pour une raison très simple. C'est qu'à moins que l'on puisse créer un nouveau parti, ça demande de l'argent, ça demande du temps, et Dieu sait si certains nous demandent de le faire, peut-être qu'on sera obligé de le faire d'ailleurs, pour une raison très simple, mais ça ce sera pour plus tard. Explication. On a une structure où il y a encore pas mal de gens valables. Je ne parle pas des ténors qui sont à la tête du Front National. On a une structure qui existe, qui est bien implantée, qui couvre tout le territoire. Or, quelle a été l'évolution du Front National? J'ai parlé tout à l'heure de la trahison de Le Pen vis-à-vis de cette extrême droite qui disait avoir traîné comme un boulet. Mais ce qui veut bien dire que la première mouture du Front National était quelque chose qui pouvait coller parfaitement à ce que nous défendons. Or, que s'est-il passé? C'est que progressivement, cette structure a été infiltrée par des éléments contraires à ce que nous défendons. La plupart du temps, d'ailleurs, avec l'appui de son dirigeant et maintenant de sa dirigeante. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste passif, on regarde ça en disant « Ah oui, c'est pas bien ». Ou bien on essaye de rendre l'appareil, de rendre la politesse, en faisant le travail inverse, c'est-à-dire l'infiltration. Or, cette tactique d'infiltration ne peut se faire qu'en restant silencieux. Regardez ce qui arrive à un certain nombre de braves gens qui croient bien, je ne vais pas leur jeter la pierre, mais enfin ils ont fait tout de même une boulette, de se défouler sur Internet en disant travail, famille, patrie, ben, bravo, c'est très bien, oui, et on la boucle. On la boucle tant qu'on n'est pas en position de pouvoir agir de l'intérieur. Or, agir de l'intérieur, ça veut dire quoi? C'est avoir pris des places de responsabilité et être en mesure, au moment des élections internes, de voter contre un tel ou un tel. J'explique tout ça dans mon livre. Les gens du Front National aujourd'hui, d'ailleurs, doivent se dire, mais enfin, il est naïf, il dit ça comme ça au plein jour. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne sauront jamais qui est qui chez eux. Vous comprenez? Autant il faut, quand il le faut, certains qui sont trop marqués pour pouvoir faire autrement, dire les choses carrément, autant ceux qui comprennent l'utilité du travail silencieux doivent travailler silencieusement en la bouclant le temps nécessaire. Il faut reprendre la main sur le Front National, ou alors trouvez-moi un richissime ou de richissimes donateurs pour créer un autre parti. Mais ce ne sera pas une bonne solution, parce que de toute façon, on risque d'être infiltré très rapidement, et vous savez
très bien quelle est la tactique des cercles nationalistes. Les différentes cellules sont incommunicables entre elles. J'ai eu dernièrement un mail d'un individu me disant « Ah, mais j'ai vu cercle nationaliste, ça m'intéresse, je voudrais en faire partie, je ne sais plus dans quelle ville il était, pouvez-vous me communiquer l'adresse du cercle nationaliste de la ville ?» Alors, je lui ai répondu, je lui ai fait répondre, je ne sais plus exactement. Mais écoutez, allez sur notre site national, vous verrez comment ça fonctionne. De toute façon, on ne donne pas les noms ni des adhérents de tel ou tel cercle et encore moins l'adresse du cercle en question. Mais si par contre vous êtes convaincu qu'il faut agir contre le système pour le renverser, ben c'est à vous de créer votre propre cellule. Et il a répondu, bah, ça a le mérite d'être clair. Et ça s'est arrêté là. Impénétrable. Alors, ça mettra certainement plus de temps. Mais est-ce que ça irait plus vite en créant une structure officielle? On a une structure officielle qui existe, qui est le Front National. Mais essayons de prendre le pouvoir à l'intérieur. C'est même pas sorcier. Facile à dire. Il faut un homme ou une femme aussi qui incarne cette... Mais non. Je vous dis que si vous suivez les indications, et vous avez tout de même tout le mode d'action doctrinal, tous les ouvrages que j'ai pu pondre, et il va y en avoir encore au moins 2 après, pour savoir comment réagir, comment travailler. On a besoin de gens qui soient au poste de commande. Par exemple, vous êtes à Paris, il y a un individu qu'il faut faire sauter. C'est Valéran de Saint-Just. Il y en a plusieurs comme ça. Eh bien, à l'occasion des élections, vous pouvez regarder ce qui s'est passé aux dernières élections internes du Front National. Eh bien, Philippot, qui était en premier auparavant, a été rétrogradé en 4e position. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de cadres du Front National qui ont estimé que sa ligne politique n'était pas la bonne, et ils l'ont rétrogradé. Eh bien, on peut rétrograder quelqu'un de plus en plus loin, de plus en plus loin. C'est ça, mais ensemble, c'est un travail. C'est le travail que les communistes ont fait, c'est le travail que les maçons ont fait bien avant, infiltrer les structures. Rappelez-vous, comment j'explique l'action de nos ennemis? Infiltration, neutralisation, déviation. Alors pourquoi eux seraient assez intelligents pour le faire et que nos amis ne seraient pas assez intelligents et courageux pour le faire? Et je terminais mon intervention au propos de Rivarol par cette remarque. Si la Révolution nationale a échoué, c'est parce qu'à part quelques exceptions, elle n'a pas combattu l'ennemi à la tête. Et ça, c'est valable pour toutes les pseudo-réactions qu'il y a eu en France. Cette incapacité à s'attaquer à la tête. La Révolution nationale, Vichy, il y avait un homme à abattre, De Gaulle. L'Algérie française, il y avait un homme à abattre. Et c'est tout. De Gaulle. C'est pas en faisant des cartons sur le malheureux musulman qui passait dans le coin, ou certains soufismes, du gaullisme ou du sac, qui pouvaient faire avancer les choses. Ça ne pouvait au contraire aggraver la répression, encore une fois. Une réaction n'est utile que quand elle est définitive. Si on laisse le temps au pouvoir de s'organiser, c'est lui qui vous massacre. Et je terminais au sujet de la Révolution nationale. Elle n'a été qu'une réaction bourgeoise de bien-pensants, de plus alourdie de résidus de la Troisième République judéo-maçonnique, qui continuait à servir la maçonnerie, tel un Camichotan et un Pierre Laval, ce dernier responsable du martyre de l'amiral Platon, écartelé entre détracteurs par les résistants. Monsieur, en quoi a-t-il été... Tout à l'heure.
C'est ce que le jeune Mitterrand, à l'époque, l'un des durs de Vichy, avait parfaitement compris, comme le lui reprochait l'historienne communiste Claire Andrieux. Déçu, comprenant qu'il n'aurait pas là son avenir, son ambition le détourna. Nous devons en tirer les leçons, toutes les leçons. Merci de votre attention. Merci.